Comment créer une stratégie de contenu efficace, impactante? Comment éviter l'eau tiède? Comment capter l'attention de vos audiences? Pour répondre à ces questions, le mieux n'est-il pas de les poser à ceux qui ont réussi à créer des communautés engagées? C'est tout l'objet de cette série de podcasts Queens and Kings of the Jungle. Après Eric Kahnbauer de Sopress, après Bruno Patino aux multiples casquettes, nous sommes ravis d'accueillir dans la jungle de Story Jungle Oussama Ammar, véritable gourou de l'univers des startups. Bonjour Oussama. Bonjour. Vous êtes cofondateur de The Family. Si je vous dis que The Family est un accélérateur de startups, vous allez me dire non, c'est une famille. Voilà. Donc votre ambition à The Family, que vous avez cofondée donc en 2012 avec Alice Zagouri et Nicolas Collin, c'est d'éduquer les entrepreneurs, de leur fournir des outils et de leur permettre d'accéder au financement. Nous, on est ravis de vous accueillir parce qu'on a l'impression que vous avez mis le contenu au cœur de votre modèle économique. Vous produisez beaucoup de vidéos que vous fournissez gratuitement sur vos chaînes YouTube. Alors pourquoi ? Alors, en fait, ça a un peu démarré par hasard. Ça a démarré par ma rencontre avec Alice. À l'époque, je vivais en Californie et Alice dirigeait un endroit qui s'appelait le Camping, qui était un accélérateur de start-up pour le coup. Et Alice m'a contacté pour faire une conférence devant ses entrepreneurs. Elle m'a envoyé plein d'emails et en fait, pour moi, il y avait beaucoup de signaux de choses que j'avais pas envie de faire. C'était à Paris, c'était avec un truc qui s'appelait le Camping, c'était une association qui s'appelait Silicon Santé, c'était pas une entreprise. Et donc c'était plutôt des choses dont j'avais envie d'être personnellement très loin. Et Alice est très insistante. La maman d'Alice dit que Alice c'est la scie, tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, elle continue de scier. Et en fait, au 30e email, j'ai même fini par mettre un filtre sur son nom. Et finalement, un jour, je suis à Paris, un soir, et il y a une soirée, et elle vient à la soirée. Et en fait, à ce moment-là, en la voyant en vrai, c'était très différent par email. J'ai un professional crunch sur Alice, et j'accepte de venir faire une conf. Et donc, je vais faire une conf, ça se passe super bien, c'est la première fois que je parle en public. J'y prends beaucoup de plaisir, c'est assez naturel pour moi. Et en fait, je me retrouve avec Alice qui, le lendemain, me dit il faut en faire d'autres. Puis cette fois, on va les filmer, on va les mettre sur YouTube, parce que c'est idiot que les gens qui soient dans la salle, qui profitent de la bonne parole. Et en fait, moi, évidemment, j'ai d'abord une réaction contre. Et Alice m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, t'es plus en disposition, maintenant t'es mon produit. Donc, un produit, ça parle pas. tu vas aller me faire des vidéos et puis tu vas pas discuter. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on l'a fait assez organiquement, sans jamais trop réfléchir. Les premières vidéos sont très artisanales, puis petit à petit, ça s'est amélioré. Vous parliez d'Alice Zagouri, donc elle dit de cette offre de vidéo en fait, que en fait, ça permet de créer d'entrée de jeu une confiance et une culture commune, voire même d'établir le fait qu'on a le même langage avec les startups. Alors c'est vrai que les gens ont l'impression de nous connaître. Ça c'est un truc, c'est l'effet YouTube. Ils passent des heures et des heures et des heures à vous écouter. En plus, encore une fois, c'est de la pure impro, 100% de mes talks. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des blagues, je raconte des anecdotes, je fais des digressions. Et donc les gens ont l'impression de me connaître en fait. Et donc quand ils apply à The Family ou quand ils veulent rentrer à The Family, ils ont déjà l'impression de connaître The Family de l'intérieur en fait. Oui, donc ça aide à construire en fait un sentiment de confiance en fait. Ouais. Alors, donc il y a plusieurs séries de vidéos, Coup d'État, les barbares attaques. Et alors, donc moi j'ai pu relever Success is obvious, hein, Benchmark is for loser. Ouais. Un bon modèle économique, c'est un modèle connard résistant, ça j'adore. Je ne savais même pas de l'avoir dit ça. Sur le plan des sales, alors il faut être bourrin dans les sales jusqu'au moment où on Connard atteint son résistant. plafond bourrin. Jusqu'au moment où on atteint son plafond bourrin. Ouais. Donc c'est important d'avoir des bonnes punchlines. C'est quoi un talk réussi Comment vous les préparez quoi, Je les prépare pas. Déjà. Non, mais comment on fait pour émerger? Pourquoi ces talks rencontrent leur audience? C'est quoi J'en sais rien. la post-rationalisation? Je sais pas. En fait, pour être honnête, j'essaie d'y réfléchir le moins possible. Ouais. Parce que je me dis que le jour où on va commencer à réfléchir, on va perdre en authenticité. Hum. Et le jour où on va perdre en authenticité, on va tout perdre. Hum. On est dans un monde où l'authenticité, c'est rare. Les gens, ils ont peur de ce qu'ils disent en public.
Franchement, il n'y a que moi pour être assez antifragile pour aller sortir connard résistant. Ouais. Même moi, je suis gêné là maintenant que vous le dites. Mais sur le coup, quand je le dis, J'aime bien. c'est parce que c'est naturel. Mais bon. L'idée, c'était alors pour l'audience, hein, Ouais. c'était que effectivement, il faut pas penser que les gens vont être Sympa. sympas, Ah ouais, je vois bien l'idée. voilà, Ouais. vont vous aider à construire votre modèle économique. Non, Non. il faut forcer les gens à aller dans la direction qui vous Ah arrange. non, bien sûr. Connard résistant. Connard résistant. Ouais. Donc non, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est... Alors, la préparation, c'est ma vie. Ouais. Il y a rien... Je ne parle pas de sujets que je connais pas. Je suis pas un acteur, je suis pas un speaker, je suis pas un futurologue, je suis pas un consultant. Donc j'ai une pratique tous les jours d'accompagner des startups, de prendre des décisions, de diriger des entreprises. Et quand je monte sur scène, j'essaie simplement de rationaliser ça. Ensuite, effectivement, depuis tout petit, j'adore raconter des histoires. Je suis un storyteller depuis l'âge de 4 ans. Ça a toujours été pour moi un instrument de négo, un instrument de conviction, un instrument de séduction, un instrument de... Toute ma vie, je me suis rendu compte que, quoi que je veuille, si j'arrive à bien raconter l'histoire, ça se passe quand même mieux que quand on raconte mal l'histoire. Donc j'ai toujours naturellement fait beaucoup, beaucoup d'efforts à ça. Et la dernière chose, c'est que, alors ça c'est peut-être un avantage génétique, je me souviens pratiquement de toutes les conversations que j'ai eues dans ma vie. Ouais. Et donc résultat, quand je raconte des anecdotes et tout, c'est facile pour moi de me souvenir de l'événement et de le raconter. Grosso modo, ma vraie richesse, c'est d'avoir pris les histoires cumulées de tout le monde Ouais. et de les avoir fait même. C'est ça. Voilà. Et donc, résultat, quand je monte sur scène, bah, c'est un peu comme quand je faisais de la philo dans une vie antérieure. J'ai une problématique et je déroule mon raisonnement. Et en fait, ce dont peut-être les gens ne se rendent pas compte, c'est que je pense en live, en fait. Et alors, vous faites un parallèle avec le rap. Vous parlez de flow. Ouais, ouais. J'ai vu ça dans Ouais. quelques-unes de vos vidéos. Bah ouais, parce que je trouve que Faut ça un rythme, ça ressemble beaucoup au rap d'impro, Ouais. que j'aime beaucoup, au battle. Mhm. Je suis un très très gros consommateur de battle depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus en français. Les Américains sont quand même très 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 forts en battle. Même les grands rappeurs qui sont depuis longtemps dans des codes, avec des producteurs, des machins, quand ils sont dans cet univers de battle, ils ont une touche différente, quoi. C'est encore une fois cette question d'originalité. Alors après, The Family a une touche très très rap quand même. Ça vient d'Alice et moi. Enfin, on écoute du rap, on aime le rap et on partage beaucoup beaucoup de valeurs avec les gens qui font du rap. Donc c'est juste qu'on est on est dans les startups, on n'est pas dans la musique, quoi. Mais Alors, vous parlez beaucoup de scalabilité dans vos vidéos, parce qu'il y a un sujet qui intéresse évidemment les startups. Est-ce que vous êtes scalable? En fait, beaucoup des vidéos reposent quand même sur un talent oratoire, une façon de raconter les choses et de l'expertise aussi que vous avez proposé. Comment on fait pour justement, industrialiser, quoi? c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Coup d'État. On essaie de scaler Oussama. Enfin, donc, par définition, je suis pas scalable parce que je suis un humain, à mon grand désespoir. Mais en fait, le but du jeu, c'est de faire des vidéos pour que justement le message, lui, soit scalable. Parce qu'une vidéo... et puis c'est d'une puissance... moi, je suis émerveillé comme le premier jour quand des gens viennent me voir en m'expliquant qu'une vidéo a changé leur vie ou machin. Ça, c'est le feedback loop assez marrant du marché. Et il y a des gens vraiment très très improbables qui regardent nos vidéos. Celui qui a créé qui a refondé Coup d'État, qui était un peu laissé en désétude par nous, s'appelle Valentin Richard. Et Valentin, quand il a fait ça, il a interviewé 600 personnes qui regardaient les vidéos Coup d'État. Il a fini avec des moines dans un monastère bouddhiste qui avaient revu la gestion de leur monastère, des groupes d'infirmières à Toulouse qui regardent mes vidéos en groupe pour mieux gérer l'hôpital. Alors il s'est dit, mais on est dans du délire total, en fait. Il y a un côté, qui va bien au-delà des startups et de la population The Family. Alors, quand vous produisez vos vidéos, vous en produisez quand même assez régulièrement, et donc vous êtes amené quand même à changer, et bien sûr changer de sujet, ce qui pose un peu deux questions, les deux faces de la même pièce en fait.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment de redire des choses qu'on a dit, enfin, de radoter, enfin, de dire des choses plusieurs fois. Et l'autre côté, c'est vous allez dans des sujets que vous ne connaissez pas, du coup, pour peut-être éviter en fait cette problématique. Et vous dites, l'adrénaline de passer pour un con me force à apprendre plein de choses. Ouais. C'est l'autre côté de la face. Est-ce que du coup, pour se renouveler, etc., on n'est pas obligé de sortir un peu de sa zone d'expertise? Comment vous voyez ça en fait? Parce que Bah c'est alors, un sujet, après, je ne sais pas combien moi, de dizaines de vidéos vous avez moi produit. j'essaie de. Alors, deux choses. Déjà, sur le radotement, c'est une grande peur de ma vie. Alors, je radote sans doute, mais je m'en souviens pas. Ça, c'est Donc, bien. donc quand je me rends compte que je radote, j'arrête. Et c'est un des grands intérêts de ne pas préparer les vidéos, c'est que c'est spontané. Donc, comme je me souviens pas de ce que j'ai dit avant, bah, si je redis un peu la même chose, ça se voit pas. Ça se sent pas pour moi. Et ça, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a des gens, des fois, ils me disent, voilà, j'aimerais que vous veniez faire une conférence sur cette vidéo et tout. Mais je dis, bah, regardez la vidéo, qu'est-ce que vous m'emmerdez, enfin, je suis pas, encore une fois, je suis pas un speaker. Donc, c'est pas mon métier d'aller faire des speeches et de raconter la même chose. Et là, donc, c'est forcément, les vidéos sont donc toujours un peu originales, parce que même si je parle du même sujet, je vais pas du tout en parler pareil. Parce que ce sera pas le même moment, ce sera pas le même angle, etc. Et la deuxième chose, c'est que je sors jamais de ma zone d'expertise, mais par contre, j'essaie de l'étendre. Et je pense que cette idée d'étendre sa zone d'expertise est beaucoup plus importante que d'en sortir. Sortir, ça fait peur, c'est comme sortir de sa zone de confort, c'est un truc qu'il faut jamais faire dans la vie. D'ailleurs, tous les gens qui disent qu'il faut sortir de leur zone de confort, en général, sont des gens qui n'en sortent jamais. Mais par contre, il faut élargir sa zone de confort. Il faut étendre ses horizons. Donc, c'est vrai qu'un truc incroyable que j'aime bien faire, c'est décider de faire un talk sur un sujet que je ne connais pas du tout. Et résultat, entre le moment où j'ai décidé, alors souvent c'est à 1 ou 2 mois, et ben pendant 1 ou 2 mois, le sujet va m'obséder. Donc je vais en parler à tout le monde. En fait, je vais commencer à raconter ce que je vais raconter dans le talk, mais de façon informelle. Parce qu'en fait, comme c'est très naturel, bah, tout est une scène après. Vous êtes à un repas avec 4 entrepreneurs, bah, vous testez une idée, vous testez un sketch, un truc. Et donc c'est permanent, et puis au bout de 2 mois, en fait, ça s'incarne. Et alors, je ne pense pas avoir eu de raté, mais bon, ça viendra peut-être. Mais mes résultats, j'ai l'impression de maîtriser le sujet quand j'arrive au moment où je suis sur scène. Vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait justement lancer une série de talks pour son business? Ouais. Alors moi, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis très, 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 très mauvais à aider les gens dans les sujets où je suis talentueux. Donc c'est pour ça que je donne pas de conseils pour parler en public, parce que comme j'ai jamais travaillé, eu de technique, machin, c'est venu naturellement, je me sens très, très perplexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'aide beaucoup les entrepreneurs. J'étais très, très mauvais comme entrepreneur. C'était très contre-naturel pour moi. Et donc, je vois très bien le genre de conneries que les gens font parce que je les ai toutes faites. Et je pense que pour être un bon pédagogue, il faut être passé par les conneries. D'ailleurs, un des grands drames du système scolaire, c'est qu'on choisit les bons élèves pour devenir prof. Je me suis toujours demandé ce qui se passait si tu prenais les derniers de la classe et que tu leur dis, bon, maintenant, t'es prof. À mon avis, les mecs seraient hyper empathiques, quoi. Ils diraient, bon... Alors moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Bon. Alors que si tu prends le premier de la classe, bah, le premier de la classe, ouais, c'était naturel pour lui. En prépa, il y avait ça avec les gens en maths. J'avais un collègue en maths, il regardait, il disait, ouais, c'est trivial. Qu'est-ce qui est trivial? Non, mais la réponse, c'est ça. Ah bon, la réponse, c'est ça, d'accord. Et en fait, c'est un peu, pour le coup, j'ai un peu ça avec le public speaking. Je n'ai pas vraiment de conseils. Ce que je sais, c'est qu'en général, la pratique, c'est mieux que la théorie. Et ça, c'est un autre problème. C'est que les gens veulent préparer leur talk plutôt qu'assumer qu'ils seront mauvais. Il ferait mieux d'assumer qu'ils sont mauvais, ça va leur filer de l'adrénaline, ils vont avoir honte, puis celui d'après sera un peu moins mauvais. Puis d'ailleurs, c'est comme les gens qui apprennent les langues étrangères. Moi, je le vois dans ma famille, tout le monde parle plein de langues, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais honte de mal parler, ils n'en ont rien à foutre, du moment que le type en face les a compris. Et donc forcément, ils s'améliorent. Parce qu'à force de parler n'importe comment pendant 10 ans, au bout d'un moment, ça ressemble à un truc, en fait. Et alors que, ça c'est un truc en France, les gens sont terrorisés à l'idée de faire des fautes, des erreurs, des machins, des trucs, je sais pas quoi. Alors que tout le monde s'en fout, parce que les gens ils veulent juste comprendre ce que vous dites. Enfin, c'est pas très grave. Et c'est toujours un peu la même chose. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous vous laissez aller? Alors,
on va passer à la deuxième partie. On va accueillir en fait la rédaction de Story Jungle avec nous. Donc on a Alexandra qui est journaliste c'est vraiment. À Story Jungle et Charlie qui est notre Global Editor in Chief. Avant de rentrer dans cette deuxième partie, juste 2 questions très très concrètes et si vous pourrez répondre en quelques mots. Concrètement, c'est quoi les ressources que vous allouez, vous, à The Family pour la création de contenu, les équipes puis c'est quoi est-ce qu'il y a un KPI que vous regardez, est-ce qu'il y a une donnée que vous suivez pour voir si finalement ça performe ou pas, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous suivez? Alors on suit aucune KPI. Voilà. Donc c'est réglé. Donc ça c'est fait. Parce qu'on s'en fout. On a tout le temps des gens dans l'équipe qui disent cette vidéo elle n'a pas été vue, il faut faire moins de ci, plus de ça. Comme si j'en avais quelque chose à foutre que les gens regardent nos vidéos. Moi je fais les vidéos pour moi et après si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, c'est pas mon problème en fait. Ouais, vous dites pour apprendre des choses vous-même. Ouais, bah oui. Non mais puis surtout parce que s'il y a 15 personnes qui ont vu une vidéo et que ça a changé leur vie entrepreneuriale, les entrepreneurs ont un tel impact exponentiel que vous en foutez qu'il y ait 60 000 personnes. On n'est pas Gary Vee, quoi. Enfin, on n'est pas, je cherche pas à aller chercher de l'audience pour l'audience, quoi. Et ensuite, sur la question des ressources, on a 2 personnes à temps plein sur la vidéo et 5 caméras. Ça c'est pour la vidéo et il y a des gens qui sont responsables de trouver des speakers, etc. En fait on a une personne qui gère le flux des speakers qui viennent, mais on a aucune ligne éditoriale. D'accord. Donc en général un événement a lieu parce qu'il y a un type qui passe à Paris et qui me dit je passe, et il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit ce serait trop cool que tu fasses un talk. Donc c'est un peu un réflexe de... ça ressemble un peu à Khrouchtchev qui visite les magasins à New York et qui dit putain je suis impressionné, il y a des produits partout, c'est qui le responsable de l'approvisionnement de tous les magasins de New York? Je dis personne qui est responsable de l'approvisionnement. Et il rentre en Russie et il demande au KGB d'enquêter pour trouver le type que les États-Unis cachent et l'enlever. Et le KGB a pendant 10 ans cherché ce type. C'est parce que juste ils n'arrivaient pas à imaginer que l'organisation spontanée ça marche mieux. Et c'est un peu la même chose avec les stratégies de contenu, quoi. Il n'y a pas une personne cachée. C'est une philosophie. Ouais. On a envie d'éduquer les gens. On a envie que les gens qui ont quelque chose d'intéressant le disent. Et donc, dès qu'on rencontre quelqu'un d'intéressant, on le pousse vers ces 2 personnes qui gèrent la vidéo, quoi. Et après, c'est industriel, quoi. Ok. Alexandra. Vous faites quand même un travail sur la communication. Je suis allée voir votre site, donc The Family, qui m'a fait penser à l'univers de Pierre et Gilles. Un peu kitsch, un peu sophistiqué. Pierre et Gilles? Oui. C'est quoi Pierre et Gilles? C'est 2 artistes plasticiens qui font des petits univers kitsch avec des petites fleurs. Onirique en fait, un peu comme l'autre. Et donc, je me demandais pourquoi ce choix de communication un petit peu singulier. Alors c'est marrant parce que quand vous dites communication, déjà je le vis mal. Nous quand on fait un site internet, on essaie de représenter qui on est. Et représenter qui on est, ça passe par cet univers onirique, flamboyant, etc. Les ambiances start-up froides Ikea, c'est pas notre cam, ça n'a jamais été notre cam. D'ailleurs quand on a pris nos bureaux, on a été acheter nos meubles à Emmaüs pour trouver... donc on est des gitans, on est des barbares, on est des pirates. On a, comme toutes ces sociétés-là, on a toutes les influences et aucune influence. Par exemple, on n'est pas français. C'est quand même un peu une posture aussi. C'est aussi une posture un peu de communication, on pourrait vous dire. Ouais, sans doute, mais le truc, c'est que c'est même pas une posture de communication, c'est profondément qui on est en fait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'a jamais essayé de réduire les conséquences négatives de ça. J'ai pas le nombre de fois où il y a des investisseurs qui viennent chez nous et ils s'assoient sur une chaise qui casse et ils disent mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi. En fait, il y a une volonté de ne pas se prendre au sérieux. Mais encore une fois, en fait le problème c'est que toute analyse post-rationnelle d'une posture cache le fait que on n'est plus habitué à avoir des gens qui sont juste qui ils sont. C'est pas qu'on n'essaie pas de se prendre au sérieux, c'est qu'il y a des choses sérieuses, des choses pas sérieuses. Et on est qui on est, et donc on aime bien rire, on aime bien faire la fête, on aime bien boire. Donc on va pas arrêter de faire tout ça parce qu'on fait The Family. Et au contraire, on essaie de dire aux gens... Pour moi, c'est vraiment la catégorie des marques antifragiles, à laquelle appartient Oprah Winfrey, Trump,
Boris Johnson, tous ces gens en fait qui sont capables de dire des choses et faire des choses que personne ne peut se permettre. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être eux-mêmes que quand les gens attaquent, c'est un peu comme quand les gens disent « Ouais, de toute façon, The Family, c'est le bordel. » Ah oui, alors ça, oui, je te confirme. Donc en fait, si les attaques deviennent un truc dont vous-même, vous êtes parfaitement à l'aise avec, en fait, les attaques, elles glissent. Et souvent, quand on est attaqué par quelque chose, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Ça nous touche intimement, quoi. Et donc, ce site internet, c'est juste la réflexion de qui on est et de notre univers un peu fou, quoi. Et vous dites que c'est Alice Zagouri, je crois, qui a imaginé un petit peu cet univers. Vous dites quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous dites, en fait, c'est la démonstration qu'il faut avoir confiance dans son associé, c'est ça? Ouais, parce que moi, il y a plein de fois où j'arrive et que les colonnes ont été repeintes en rose. Je me dis, oh là, qui a encore fait ça? Et en fait, c'est parce que je fais parfaitement confiance à Alice et je me rends compte qu'elle a toujours raison. C'est marrant. Parce qu'en fait, des fois, c'est juste trop, même en interne, en fait. Les gens se disent, c'est pas possible. On va vraiment porter des couronnes à la soirée. Et puis après, vous êtes à la soirée, vous dites, non, c'est vraiment cool, ces couronnes. Donc voilà, il faut apprendre à faire confiance à ses associés. Et il faut apprendre que le consensus, ça marche pas. Si on se met autour d'une table à décider ensemble, si on met un renard, un chat, je sais pas quoi sur le site, c'est pas... Moi, j'ai découvert le site internet comme n'importe qui. Hein. J'ai ouvert le site, je suis ah putain, c'est génial le site de The Family, quoi. On m'a pas demandé mon avis, quoi. Alors Charlie. Yeah. So if we're going to switch to English Yeah, just sure. For a little bit. Just then, yeah, you talked a bit before about kind of authenticity. When you're talking to kind of some international startups and trying to give them advice on how to kind of like pitch themselves and market themselves, I mean, how critical is this message of authenticity in their communications? Authenticity is not universal. I think 95% of the startups should never be authentic. So, I mean, what we try to do is to always build something that makes sense for the startup and to have a very custom approach. So if I think that the founder is strong enough and that there is a market fit between who he is and what he's trying to achieve on the market, then authenticity will be the way. But if you look at most of the market structure, there is a lot of market where you need to play it fake. Let's say you open a bank. Okay, you open a bank, you don't put cat on your website. Well, hopefully not. It's like that because even me, I don't want cats on the fucking site of my bank. I will be like, what the fuck? Like, what are they going to do with my money? So if you are a bank, you have to look serious because somehow Revolut did an amazing job to look serious and in the same time a bit fuzzy, but you see, like the payback is hard. But don't you think you can combine that seriousness with authenticity? No. Not at all. Not at all. Okay. I mean, because seriousness is always defined by others. So you have to comply with their rules. Authenticity is about not caring about them. So if you want to be authentic, you need to don't care about the feedback of others. So no. Okay. In terms then of the family, and now it's really an international brand. Yeah. It's an international organisation. In terms of the kind of your approach in how to actually communicate to that international audience, yeah. Do you try and kind of localize the talks, the content that you're creating? Do you try and to reach that new audience? So we are lucky enough that building a startup in UK, Germany, Poland, or anything is exactly the same about the kind of subject we talk about. There is maybe 80% that is common, 20% that is very localized, and we never talk about the 20% localized. And we never did it in France. For example, we never did a talk about how to get money from BPI in France. It's not our subject. No. We never did a video about... Vous n'êtes pas très ami avec BPI au passage. Hein? Yeah, no. No. We never did a video about how to get, I don't know what, whatever. So because we talk about that, we can focus on what are the most important thing, and they are kind of the common everywhere. So it was about switching to English. We did a lot of talk in French at the beginning
because French audience is really complicated outside French. Like we see like sometimes we do a content in French and a content in English is exactly the same, and we look which country watch what. You never have anyone in French that will watch English content. And it's like that because France has a long history. We are really bad at learning language in schools. I think because at some point French was a very powerful language, we hope that it will become a powerful language again. So all of that forced us to do some content in French. But in the same time, the approach we had was to always have people speak English, bringing international speakers, even in France, and have that to a global audience. Sure. And what about maybe then like the German market? Obviously the family has Yeah. a presence there in Berlin. Yeah. Are you going to think about creating local German language content, do you think, for them No, too? no. For the same sort of reasons? Because you feel that they can... No, German market in was not in in English. in German, They yeah, speak a pretty much good English. that's not true. But that's what we think about German. But it's more complicated. But let's say that German in startups, they don't care. They watch and consume content in English. Quel est le conseil que vous donnez en fait aux startups qui ont une volonté globale, vous en accompagnez, qui sont dans des dizaines de pays? Produire local? C'est très compliqué comme question parce qu'en fait, il y a des produits qui sont globaux, il y a des produits qui sont locaux, et il y a des produits qui sont locaux. Je parle en fait sur le contenu. Hein. Ouais, mais même sur le contenu, ouais. en fait, le contenu n'est que le reflet de votre produit. Donc, si vous avez un produit local, il faut un contenu local. Si vous avez un produit global, il faut un contenu global. Et il y a des produits qui visent ce que nous on appelle l'Internet Nation. C'est l'Internet Nation, c'est les membres de tous les pays qui sont partout, qui parlent anglais, qui aiment l'Internet, qui sont early adopters, etc. Et il y a des produits qui démarrent dans l'Internet Nation. C'est-à-dire ils ont des clients partout, mais c'est des gens qui se comportent comme s'ils vivaient à San Francisco, quoi, grosso modo. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse simple. C'est des questions très complexes. C'est souvent des questions où les gens prennent des très mauvaises décisions. D'ailleurs, on le voit sur un sujet tout bête, c'est la catastrophe des noms des startups françaises. Ouais. Je veux dire, toutes les startups qui démarrent prennent un nom français à la con alors qu'elles ont un marché global. Tu leur dis, mais ton nom, ouais, mais c'est pour démarrer, on changera. En plus, à chaque fois, ils disent, oui, on va faire comme Blablacar, on changera de nom. Ben, Blablacar, jusqu'à aujourd'hui, ils payent le prix de changer de nom. Donc, faut arrêter de me dire que parce que Blablacar l'a fait, c'est une bonne chose de le faire. Mais ça, encore une fois, ça reflète le chauvinisme culturel français qui est réel. Enfin, y a pas de... Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je constate. Je constate que les gens en France ont l'impression d'être le centre du monde. Ils ont l'impression que si ça existe en France, ça existe partout. Et d'ailleurs, on le voit avec les élèves de grande école qui essaient de raconter leur école dans un autre pays que la France. Hein. Ça, c'est toujours un sketch. Essayer d'expliquer Polytechnique en Angleterre, quoi. Enfin, ou aux États-Unis, ou que ce soit. Enfin, vous finissez par dire, ouais, j'ai fait la Sorbonne. Enfin, parce que la seule marque globale d'éducation qu'on a en France, c'est la Sorbonne. Quoi. Donc bon. Mais ça, c'est pas... moi, je suis partisan. Moi, je dis aux startups qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas lutter. Et il faut faire ce que les clients attendent. Il ne faut pas faire ce que vous avez envie, quoi. J'avais noté dans une interview, vous avez dit moi j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Ouais, en communication. En communication. Donc qu'est-ce que vous dites aux startups quelles sont les erreurs que vous avez commises et qui ne sont pas applicables pour les startups? Alors, je pense qu'en fait, quand on est une startup, encore une fois, il faut être dicté par la pression de son marché. Parce que fabriquer une startup, c'est fabriquer un objet qui rencontre son marché et qui arrive à avoir une danse entre son marché et la startup, quoi. Et donc, il faut apprendre à danser au même pas, au même rythme. Il ne faut pas marcher sur les pieds du marché, etc. Et en com, l'erreur principale, c'est de ne pas se projeter à long terme. L'erreur que font toutes les startups au début, c'est que comme elles n'ont pas l'impression que dans 2 semaines, elles seront encore vivantes, elles se croient un peu tout permis. Uber en est un exemple très simple, Airbnb aussi, etc. Et en fait, c'est un peu idiot parce que
se comporter le premier jour comme si on va être une grande boîte, c'est pas mal non plus, en fait, en termes de com. Ça évite plein d'emmerdes futures. Et donc, réfléchir à ça et se projeter là-dessus, pour 95% des startups, je pense que c'est important. La deuxième erreur très classique, c'est que souvent, on ne comprend pas à quel point on est incompréhensible. On ne fait pas d'efforts, on a son jargon, on a machin. Alors, si vous faites une fintech dans l'asset management, c'est pas grave. J'aime bien quand il y a des gens qui viennent vous voir et disent oui, il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne. Ben non, les enfants de 4 ans, ils n'achètent pas ton produit, donc il ne faut pas qu'un enfant de 4 ans comprenne. Le problème, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que l'adulte de 30 ans qui pourrait acheter, lui, il comprend rien. Et ça, c'est beaucoup plus grave, en fait. Parce que c'est passé à côté. Et alors, souvent, c'est parce qu'on ne se confronte pas assez à la réalité. Et on ne sort pas assez du cercle de ses amis, etc. Et donc, une bonne création de com, c'est aussi une com qu'on va tester le plus rapidement possible sur des inconnus qui s'en foutent. Et de voir l'effet que ça a. Parlez beaucoup de start-up, bien sûr. Quel regard vous portez sur la communication? Alors, c'est assez général ce que je dis, mais comment vous pensez que les entreprises, les grandes entreprises s'en sortent? Bah, très, 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 très bizarrement. Pour moi, il y a 4 grandes, en termes de com, il y a 4 grands types de grandes entreprises. Alors, il y a toutes les grandes entreprises qui vivent de rentes monopolistiques. Alors, eux, ils sont toujours délirants en com, ils font rire. C'est par exemple EDF. Tu as les pubs EDF, faut les voir pour les croire. Si vous avez quelqu'un qui nage dans l'eau, on vous dit pas, vous êtes un extraterrestre, vous débarquez sur Terre, on vous dit ces gens ils produisent de l'électricité, c'est de là quoi. Et en fait, ils s'en foutent, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en monopole et qu'ils sont en rente. Alors, c'est pas comme si eux, ils avaient la moindre KPI. Ils ressemblent un peu à The Family. Ouais. Nous, on est un peu en monopole et en rente dans notre petit segment. Donc c'est pour ça que notre com, on s'en fout en fait. Je ne vais pas aller regarder une KPI sur mes vidéos parce que ça va pas changer grand chose en fait à ce que je fais. Alors ce qui est marrant, c'est que ces boîtes-là en termes de com, à mon avis, elles ont des process de validation qui sont très orientés vers l'ego des patrons. Et donc c'est pour ça qu'ils font toujours appel à des grands directeurs, Ridley Scott, machin, mais il n'y a pas grand-chose. Et en plus, souvent c'est des boîtes qui ont besoin de se faire oublier de leurs clients quelque part, comme les assureurs, les banques. Donc ils essayent de détourner l'attention dans ces cas-là. Ensuite, il y a les grandes entreprises qui sont des challengers, qui sont dans des marchés challengés. Alors, ils ont toujours des coms d'exception. C'est-à-dire qu'ils sont grands, ils sont gros, ils sont puissants, mais ils sont toujours à risque. Alors, l'exemple, c'est Coca-Cola. Ouais. Coca-Cola, c'est un chef-d'œuvre en termes de communication. Je pense que en termes de marque, de storytelling, les mecs vendent une boisson avec 28 morceaux de sucre par centimètre carré et ils arrivent à sell happiness, quoi. Enfin, et il n'y a pas une communication Coca qui n'a pas une cohérence avec une histoire globale. Ils arrivent à faire des multi-histoires, multi-endroits, ils arrivent à parler, à faire rêver les gens sur le Coca. Ils arrivent à prendre les tendances de santé, de machin, Coca Life, Coca Zero, Coca Light. Ils ont pris les mouvements de société, libération des femmes, la pub Coca dans les années 80 avec le type qui ouvre une canette avec toutes ces femmes dans le parc là, qui regardent. C'est hors du commun. Et la raison pour laquelle, c'est parce que les mecs chez Coca, ils sont persuadés qu'ils vont se faire défoncer. Hein. Ils sont dans un marché hyper, hyper concurrentiel. Ensuite, il y a les boîtes qui sont dans des marchés concurrentiels, mais qui ont surtout besoin de se distinguer, pas tant de survivre, parce qu'ils veulent chacun leur petit précaré. Ça, c'est par exemple les boîtes de paquets de céréales. Parce que quand vous rentrez dans un rayon de paquets de céréales, il y a des milliers de concurrents, mais il n'y en a aucun qui est en danger. Parce que vous n'avez pas si vous achetez des spécial cas, vous n'êtes pas en arbitrage avec des Frosties. Les gens qui achètent chacun sa ligne de vie. Exactement. Et donc là, la com, elle est souvent très boring. Oui. Parce qu'en fait, c'est de la com qui vous parle jamais, parce qu'elle ne cherche pas à être universelle. Elle parle au micro-groupe. Donc vous faites du yoga, vous regardez Special K de Kellogg's, vous vous reconnaissez. Donc, vous savez que c'est les Special K de Kellogg's que vous voulez acheter. Vous êtes un gamin, vous jouez au basket, vous voulez acheter des Frosties, vous machin. Alors, ce qui fait qu'en fait, ça c'est de la com souvent qu'on subit. On regarde les commerciaux. Je pense que 90% des gens, quand ils regardent une pub Special K, ils disent putain, encore ce truc, qu'est-ce qu'ils me font chier avec leur céréales. Et la dernière catégorie des marques, c'est les marques ésotériques, qui, quelles que soient leurs conditions de marché,
sont réels, on donne vraiment l'impression d'être authentique et de raconter une histoire. Et alors pour le coup, il y en a très très peu. Apple c'en était une et ça devient débattable. LVMH fait un travail hors du commun là-dessus. LVMH arrive à nous raconter une histoire complètement décorrélée de la qualité réelle de ses produits, tout en nous inscrivant en fait dans un univers complètement fantasmé et de nous faire rentrer. Pour le coup, eux, c'est quasiment des créateurs d'univers en fait et de storytelling. Une autre marque, grande marque comme ça, où les gens sont très très forts, c'est Nike, où en fait Nike arrive à créer ses propres règles du jeu, quoi. D'ailleurs, c'est très drôle de regarder Adidas contre Nike de ce point de vue-là. Parce qu'Adidas court derrière Nike. Et Nike redéfinit à chaque fois qu'est-ce que c'est le sport, qu'est-ce que c'est l'ambition, qu'est-ce que c'est la réussite. Donc c'est sur des concepts quasiment ésotériques en fait. C'est plus des marques, c'est des religions. Les marques qui atteignent le statut de religion, c'est très très rare. Mais quand ils l'ont atteint, ils peuvent se comporter extrêmement différemment sur le marché en fait. Bon, c'est l'ambition de The Family. Ah bah The Family, on est une religion Day One. Hein, c'est pas. Mais après, je sais pas si on sera reconnu comme une religion comme Nike, mais bien sûr. Charlie, alors, une dernière question. Yeah, sure. So I mean, we've been talking a lot about some of these big brands with their strategy, their communication strategy like that. I mean, a lot of startups seeking to kind of first mover market domination strategy, really trying to kind of saturate the market and really earn a position in the marketplace. They're going to have a different communication strategy in order to achieve that. For some of these startups, I mean, what kind of advice do you give them in terms of how they can actually control and establish that territory if they're one of these fast-moving kind of market domination approaches? Yeah. So the first thing is that very few startups have the chance to play like that. The funny thing is that it's the only startup that people knows. Because what we forget about startups is that from a public perspective, the only startup we talk about are the startups that are well documented by the media. And by definition, if you are well documented by media, it's because you are playing big, aggressively, super fast, losing a lot of money. So we talk about WeWork, we talk about Revolut, we talk about N26, we talk about Uber, all these companies, Airbnb. But what people don't see is that they don't define at all the startup playbook. It's a bit like you play a video game and some player, they have a cheat code and they are able to get all the power, all the bonuses at the beginning of the game. Of course, the way you are going to play the game will look very differently because you will never die. Whatever mistake you do, it's fine. You are going to the next level. But most of the startup, they don't even get the mushroom. So their way of playing needs to be much more safe. So I think the top 0.1% of startup have nothing to teach to the 99.9% of startup. The problem is that the 99.9 are not documented. That's why we are here, and that's what we do. And I think most of the startup don't even have the luxury of a market domination. What they need to do is to do very targeted local domination and be dominant on a very small market, and then extend from that. Mm-hmm. Like being roll out and go all over and take all countries and blah. And the funny thing is that if you are WeWork, all of these companies, Blitzkrieg scaling company, WeWork is a very good example that when it goes wrong, it goes super bad, and it's fine. You know, I find it so funny how many people have an opinion about how WeWork are bad. I wonder where these people were 2 years ago. You know, it's like it's really Captain Obvious. Oh, it didn't work. I told you it's not going to work. And if WeWork was a success in IPO, everybody will be like, yeah. But the funny thing is just a car going too fast and someone slipped a bit and they crash. That's what happened to every car that got too fast. So a lot of these big brands that have such an impact, these startups that make
the headlines. They shouldn't really be the kind of the approach that a lot of young startups seeking to kind of Yeah, yeah, launch. you- They shouldn't follow this. Again, you don't have the superpower, so you cannot play with the superpower. So. And most of the time when you're a startup that get access to this superpower, it's obvious. It comes to you. It's not you. Like WeWork founder got a lot of money because he's, I think, charismatic and magical and all of that. But there were not a lot of doubt that he will access to that. Dans un autre registre, j'ai vu que vous aviez que vous allez sortir un livre. Ouais. Anyone can be an entrepreneur. Ouais. Donc 2 questions. Pourquoi avoir choisi ce support, un support libre, et de quoi ça va parler exactement? Alors, pourquoi avoir choisi le support livre Les gens, ils se posent vraiment ce genre de questions. Ils se Ouais. disent vraiment pourquoi ils font quelque chose. Non, je sais pas, j'avais envie d'écrire un livre. D'abord, Nicolas Collin, il en écrit tous les 3 mois, donc ça devient fatigant. J'ai dit, moi aussi, je peux en écrire un. Je vais mettre un peu plus de temps. Et en fait, moi, j'avoue, j'aime bien le format livre. J'ai toujours lu beaucoup de livres et il y a un petit côté fantasme d'écrire un livre. Je pense que je vais pas recommencer avant longtemps. C'était horrible comme expérience. Ouais, en fait, alors, il y a 2 problèmes quand on écrit un livre. Le problème numéro 1, c'est qu'il faut se lire. En fait, quand on écrit un article, c'est facile de se relire. Quand on veut relire son livre, il faut prendre 3 heures. Et puis vous passez 3 heures avec vous-même, c'est un calvaire. Enfin, la vie n'est pas faite pour passer autant de temps avec soi-même en fait. Donc ça demande quand même beaucoup d'abnégation. Et la deuxième chose, c'est que quand on écrit un livre, on a l'impression d'être clair, on a l'impression. Puis après, on le relit là 2 mois après, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible. Je vais avoir honte toute ma vie d'avoir écrit ça. Alors je me rassure, même Proust, son premier livre était mauvais, donc je me dis c'est pas grave. Et alors ça va parler de quoi? Ça va parler de 2 choses. D'abord, le livre est en 2 parties. Il y a une partie théorique qui sont un peu les grandes leçons. C'est un peu le catéchisme The Family habituel. Alors j'ai essayé de l'écrire. Alors j'ai décidé de l'écrire en anglais pour 2 raisons. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'écrire quelque chose de simple et clair en anglais qu'en français. C'est une langue qui a ce qu'il faut pour ça. Et je me suis dit, on le traduirait en français après. Ça va être une meilleure façon de faire que l'inverse, parce que je pense que traduire un livre français en anglais, c'est des coups à passer par la fenêtre. Alors que traduire en anglais vers le français, c'est un peu plus simple pour moi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai essayé de le faire de telle sorte que votre tante, votre mère, votre père puissent le lire. Je me suis dit, là pour le coup, on parle à tout le monde. Donc je vais essayer de faire un effort de langage, de métaphore, d'exemples et d'histoire qui ne soit pas du tout start-up. Et j'ai essayé d'enlever toute référence contemporaine. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si dans 60 ans on ouvre ce livre? Est-ce que le type va comprendre ce qu'on faisait? Et donc je me suis vraiment fait cet effort d'essayer d'enlever le plus de trucs à la mode, contextuels, etc. Et la deuxième partie du livre, qui va peut-être être bien, peut-être une catastrophe, je ne sais pas, c'est que le livre s'appelle Anyone Can Be an Entrepreneur. Et moi, il y a un truc que je rêve de faire depuis très longtemps, c'est de partager les histoires réelles des entrepreneurs. Mais les vraies histoires, pas le storytelling qu'on vous donne. Et le problème de ça, c'est que d'abord, ils accepteront jamais. C'est pas possible. La plupart... les gens n'imaginent pas le niveau de drame moyen derrière un entrepreneur moyen. Dès que vous creusez un peu, vous découvrez... C'est tellement dur d'être entrepreneur que pour l'être pour de vrai et pas être un fake entrepreneur qui va faire des pitchs dans des concours start-up, mais de vraiment porter une boîte pendant longtemps, etc. Ça demande tellement d'abnégation, ça demande tellement de choses profondes que si vous n'avez pas un moteur qui vous alimente de haine ou d'amour ou de colère ou de révolte ou de rébellion, d'absence de choix ou d'égoïsme ou d'ego ou de gloire ou vous êtes amoureux de quelqu'un, enfin, s'il n'y a pas un truc de ce niveau d'émotion fort, vous tombez au bout de 6 mois. Vous ne pouvez pas passer 15 ans, vous pouvez pas vivre 15 ans dans l'acide s'il n'y a pas un truc qui vous porte. Alors, comment faire? Et alors, j'ai eu une idée qui je ne sais pas si elle est bonne, c'est que je me suis dit, en fait, on va créer des personnages qui sont la somme de plusieurs entrepreneurs. Donc, j'ai pris plusieurs entrepreneurs que je connais et j'ai fusionné leur histoire dans une histoire, ce qui fait que les histoires sont
sont toutes fake, mais tous les faits sont réels. Et donc vous ne pouvez pas savoir de qui il s'agit, parce que là, il faut faire un sacré travail d'archéologie pour deviner qui est qui, mais ça permet de justement transmettre ces histoires que je ne peux pas raconter. C'est des archétypes, hein, c'est ça? C'est Ouais. ça. C'est les archétypes. Et vous vous situeriez dans quel type d'archétype? Il y a votre histoire dedans. Alors c'est marrant, c'est la seule que j'ai pas mis. Non, parce que la mienne, je la raconterai un jour pour de vrai. Donc Ouais. un jour, je ferai l'exercice Ouais. d'écrire mes mémoires pour de vrai, de raconter. Donc je l'ai pas mis. Puis un jour, je me mettrai réellement à nu, puisque ça fait partie du deal d'authenticité que j'ai passé avec ma marque. Mais les archétypes, vous voulez dire quels sont les archétypes? Il y a Oui. le guerrier, C'est il y a l'égoïste, il y a le radin, c'est des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et Ouais. est-ce que vous, et c'est ma dernière question, vous approchez d'un des- Alors, je pense que moi, mon archétype, c'est un archétype qui est plus celui d'un homme d'affaires que d'un entrepreneur. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est faire des deals. Les entrepreneurs, ils n'aiment pas beaucoup faire des deals, ils aiment faire des produits. Et je pense que c'est pour ça que je n'étais pas un très bon entrepreneur. Donc, c'est vraiment des archétypes d'entrepreneurs. C'est des archétypes de builder. Moi, je ne suis pas un builder. Je suis un commentateur, je suis un storyteller, je suis un magicien, mais je construis rien, en fait. J'aide les gens à construire des choses. D'accord. Oussama, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et donc, à bientôt pour un nouveau podcast, King or Queen of Jungle. Super. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous. Thank you.